Bonjour à tous, alors ici je vais vous présenter un tutoriel. Donc ce tutoriel présenté par Gensoft Labs et a pour objectif de vous former pour devenir un développeur Windows Store. Donc vous pourrez créer des applications Windows 8 ou alors Windows Phone. Alors tout d'abord, préalablement il vous faut une licence de Visual Studio 2013 et puis ensuite créer un compte développeur Microsoft pour développer sur les deux plateformes. Alors Windows 8 et Windows Phone. Donc tout est regroupé dans une seule licence pour moins de 15 € environ, selon les tarifs Microsoft. Alors une fois que donc vous avez l'environnement de développement, vous pouvez, alors à partir de fichiers nouveaux projets, vous avez accès à des templates de projets et entre autres sous Visual C#. On peut aussi développer en Visual Basic, mais plutôt le dernier langage. On va pouvoir créer des applications Windows Store, soit des applications vides, applications universelles, donc qui va être monopage, en gros vous aurez une seule page. Application Hub, ici vous pourrez développer des applications portant sur plusieurs pages. Des applications pivot, donc concrètement les applications Windows Phone. Et ensuite, vous avez divers types de projets, des applications grilles, des applications fractionnées ou alors des bibliothèques de classes, qui sont des classes portables qui utilisent entre autres certaines librairies qu'on retrouvait sous Silverlight. Alors, vous avez énormément de templates de projets, des applications HTML5, alors c'est pour les applications non natives. En gros, vous avez deux types d'applications, les applications natives qui sont développées en XAML C#, qui sont propres à l'environnement Microsoft, et les applications non natives qui sont portables sur tous les environnements, et entre autres HTML5. À savoir que HTML5 remplace Silverlight au niveau de la programmation, au niveau des IHM surtout. Donc ici on va s'intéresser à une application vide, une application universelle, Visual C#. Si j'ai pas créé le projet, alors quand vous créez un projet, vous avez donc une solution qui se crée, et vous avez entre autres deux templates qui se chargent. Pour les applications universelles, un template pour les applications Windows 8.1 qu'on voit ici, un template pour les applications Windows Phone, et ensuite un template share qui est en fait un répertoire partagé. Alors concernant l'application Windows 8.1, elle se compose au niveau du projet de la même façon que sur le projet Windows Phone. À savoir, au niveau de l'application Windows 8.1, vous allez avoir le répertoire Properties avec le assembly.info, où ici vous allez avoir tous les descriptifs au niveau de l'assembly, donc le titre de votre application, le copyright, l'assembly version que vous incrémenterez selon les versions, les références, à savoir qu'au niveau d'une application Windows Store, on n'a plus le framework .NET classique avec tous les namespaces, toutes les déclinaisons de système entre autres, qui sont plus présentes, ni de Windows Form, à savoir qu'on a principalement .NET for Windows Store App et ainsi que le package Windows 8.1. À savoir que c'est un sous-ensemble de WPF, donc il est plus fourni que Silverlight, il est complètement différent, mais il est moins fourni en termes de fonctionnalité que WPF, et surtout il est vraiment orienté technologie métro. Ça fait qu'il est entre autres orientable vers, en plus d'applications PC, vers les téléphones mobiles au niveau de ces bibliothèques ou au niveau des tablettes tactiles. Donc ce qu'on va retrouver au niveau du framework, on va avoir beaucoup de déclinaisons au niveau du namespace, au niveau des références vers Windows UI. Donc Windows UI.xaml qui va contenir en fait tous les composants graphiques. Donc Windows UI XAML.control qui contient tous les packages, tous les composants graphiques, et qui remplace système Windows Form,
ainsi que les différents packages de WPF, ici qui ne sont plus présents. On aura toujours LinkU qui sera disponible. On aura aussi tout ce qui va de Windows.Foundation, donc tout ce qui est lié au Windows Store. On aura aussi, vous pourrez utiliser une fonctionnalité sur le projet qui gérait les packages NuGet. Alors NuGet qui est en fait l'ensemble de bibliothèques d'assembly, donc des bibliothèques de classe que vous pourrez télécharger pour entre autres personnaliser, rajouter des composants qui ont été développés à partir de l'open source, par exemple comme Entity Framework. Certains sont soumis à licence, ou bien par exemple NUnit, jQuery, ou si vous voulez utiliser aussi l'environnement système, par exemple system.io qui n'est plus disponible, pour retrouver certains packages NuGet qui vont faire ce travail là. Faire attention au niveau du package NuGet, certains ne sont pas compatibles. Donc il se peut que lorsque vous créez vos packages, ces assemblées ne soient pas acceptées. Donc à savoir qu'il y a beaucoup de restrictions concernant la création de packages. Ensuite vous avez un répertoire assets qui va contenir tous les logos de vos applications, à savoir que toutes les applications déployées sur le Windows Store lors du déploiement nécessitent des logos. Donc ça va être des logos au niveau des icônes de raccourci, au niveau du splash screen, donc lors du chargement de l'application, ou le logo au niveau du store, comme il apparaît sur le Windows Store. Tous ces composants qu'on a sous Assets sont des fichiers au format PNG. Alors certains peuvent être acceptés aussi en JPEG. Et par contre, il y a énormément de restrictions point de vue des dimensions au niveau des logos que vous allez utiliser. Et ces logos sont utilisés dans ce qu'on appelle le package, donc AppX Manifest, qui est en fait le manifeste de votre application. Donc vous allez avoir le nom complet de l'application, un onglet d'application ici, la langue par défaut. Important, l'orientation dans laquelle va tourner votre application. Donc à savoir que vous pouvez, par défaut toutes les rotations sont prises en charge, mais si vous développez, par exemple on prend l'exemple du lecteur de médias, si votre lecteur de médias supporte le 16 neuvième, on va plutôt faire un affichage de type paysage ou paysage renversé, ou inversement uniquement portrait et portrait renversé, selon selon la configuration graphique. Donc chose importante, par exemple si votre application, si une application 16 neuvième va plutôt supporter un affichage de type paysage, parce que si vous figez par exemple des largeurs et des hauteurs et que ce n'est pas redimensionnable, le portrait ne sera pas supporté. Inversement, vous pouvez développer des applications qui vont uniquement supporter l'affichage de type portrait. Ensuite, chose importante, ressources visuelles. Donc ici, ça va être tous les logos qu'on retrouve dans Assets. Alors par défaut, vous avez les logos par défaut qui sont dans Assets que vous pourrez personnaliser. À savoir que par exemple vous aurez le logo du badge, donc c'est qui va s'afficher dans le Windows Store et qui requiert quand même donc des dimensionnements du point de vue pixels qui sont très restrictifs. Donc, par exemple du 33 pixels sur 33. Au niveau du logo Windows Store, lui il va supporter, vous avez store logo.png, pardon, qui supporte uniquement l'affichage de type 50 pixels sur 50 pixels. Donc on retrouve ici donc store logo scale 100.png. Donc ici si je le charge au niveau de assets, voilà. Si vous sélectionnez un mauvais format, voilà, vous avez un message d'erreur qui vous dit que le format n'est pas valide. Ici on va l'annuler. Vous pouvez personnaliser donc tous ces logos avec vos propres logos, soit par exemple
par une copie d'écran ou par le nom d'une marque que vous aurez créé pour votre application ou que vous aurez retravaillé sous Photoshop. Donc en personnalisant vos propres logos, qui est fortement recommandé. Et ensuite vous avez différentes fonctionnalités comme les capacités, on va pas rentrer dans les détails. Déclaration, ça va être par exemple tout ce qui est copyright. Puis ensuite le package. Alors le nom du package, c'est le nom qui va être utilisé du package qui sera exporté vers le Windows Store avec le nom complet qui correspond au nom de votre application. Ensuite le numéro de version lui sera incrémenté. À chaque fois que vous allez générer un package, ce numéro de version va s'auto-incrémenter. Le nom complet de l'éditeur, ici vous pouvez le personnaliser. Donc par exemple si vous avez créé votre propre application, que vous souhaitez le lier à une marque de logiciel, vous pouvez le personnaliser. Donc là c'est la partie au niveau du manifeste du projet. Ensuite vous avez main page qui est la page principale. Alors comme ici on a choisi une application universelle, on n'a qu'une seule page. Donc un fichier XAML avec le code behind xaml.cs rattaché. Voilà, donc la structure est assez simple. Au niveau de Windows Phone, vous avez la même décomposition, donc le répertoire assets, le main page et le fichier concernant le manifeste de votre projet. Donc pour venir en détail, ici on a dans Windows, alors concernant notre application sous Visual Studio, donc notre composant hérite de pages. Ici on peut créer aussi des user control. Alors je vais faire ajouter nouvel élément. On peut rajouter une page vierge, donc blank page ici, qui va hériter de pages. Ce sont des composants Windows.ui. Donc ne sont plus des composants Windows Form ou WPF. Alors concernant les composants, on peut rajouter un contrôle utilisateur, donc un user control, qui est très connu en WPF ici, donc je vais le rajouter. Donc un user control classique ici, donc qui hérite de user control et qu'on va pouvoir intégrer dans une page. Un fonctionnement assez classique. Au niveau des namespaces, on va toujours chercher au niveau du schéma XAML présentation, WinFX 2006 XAML et du schéma Blend 2008. Si on va dans main page, ici, on va avoir une grille avec un background. Alors, ce fond d'écran en fait est paramétré avec un thème par défaut qui est celui des applications Windows 8 avec un fond sombre, donc de couleur noire, et qui présente une grille. Donc ici, au niveau de ce projet que j'avais détaillé dans un précédent tutoriel, on avait créé plusieurs boutons d'action. Ici je vais tout réduire. Plusieurs boutons d'action concernant des fonctionnalités d'un player. Alors si on va au niveau de la grille principale ici, donc on a du développement XAML assez traditionnel, hein, avec les événements clics. À savoir que beaucoup sur les applications Windows Store, on va au plus simple, on va coder directement dans le code behind. Donc les événements sont gérés comme on le faisait auparavant, sans utiliser MVVM. Donc pourquoi ici en fait on ne va pas utiliser MVVM pour utiliser un composant de type player. Donc pour rappeler, MVVM c'est la couche intermédiaire entre la partie présentation XAML et la partie modèle, donc qui va traiter les données ici, parce qu'on interagit directement avec un composant du framework qui est un player. Et entre autres, au niveau de ce player, si on va dessus, donc dans la partie design, si on va sur la fonctionnalité mute, ici pour désactiver le son, si je vais au niveau de ma checkbox, ici, donc si on prend la checkbox, en fait
on va créer un binding sur l'événement sur la propriété isCheck. On prend la propriété isCheck, on fait un binding sur la propriété elementName qui correspond à un élément du composant XAML. Ici, MediaElementPlayer, qui est un composant qui est défini dans le XAML ici, de type MediaElement, correspondant à notre player, et on récupère son nom, MediaElementPlayer. On fait un binding en prenant l'élément name et en pointant sur le nom de notre player. Ensuite, on va chercher le path. Au niveau du path, ça va être la propriété. Et entre autres, ici, on va chercher la propriété isMute qui correspond à un booléen, true pour activer le son et false pour le désactiver. Mode two-way, donc bidirectionnel, donc c'est-à-dire interaction, couche graphique vers la partie intelligence et côté intelligence vers la partie graphique. Donc directement on crée un binding sur un composant XAML ici nommé MediaElementPlayer qui correspond à notre player qui est de type MediaElement. À savoir que MediaElement, si on regarde, il correspond au namespace windows.8.xaml. Donc ce qui est une nouveauté, hein. Tous les composants graphiques viennent de ce namespace Windows.8 et principalement Windows8.xaml. Donc autre propriété, en fait on se plug sur les propriétés de notre composant graphique. Ici par exemple full screen, si on prend le composant full screen, on a une checkbox ici qui va avoir le même comportement. On va faire un binding, on va prendre la propriété donc de notre checkbox isCheck, on va pointer sur l'élément name MediaElementPlayer correspondant à notre MediaElement, notre lecteur de médias donc, et on va chercher la propriété à partir de path isFullWindow. Donc on va avoir une interaction directe avec notre composant graphique. Autre fonctionnalité, donc si on revient dans le mode design, par exemple au niveau ici on a donc notre slider qui est une barre de progression par rapport au volume de notre MediaElement. Donc il va y avoir un binding qui va être fait toujours sur notre MediaElement. On va chercher ici MediaElementPlayer et on va chercher la propriété à partir de path, la propriété volume. À savoir qu'on va toujours définir pour ce composant là comme valeur minimale 0 et comme valeur maximale, donc à partir de la propriété maximum, à 1. Donc de 0 à 1, on va pouvoir régler le volume du player. Les step frequency, c'est-à-dire les intervalles entre deux temps, ici je l'ai mis à 1 centième. Donc à 1 centième, c'est-à-dire qu'on aura donc de 0 à 100%, on va pouvoir régler notre volume. Ça peut être intéressant par exemple de rajouter un tooltip sur l'événement du slider. Ici par exemple, comme le son va de 0 à 1 et qu'on va faire des step frequency de 1 centième, de mettre des pourcentages. Donc par exemple on va être à 80% du volume ou à 100% lorsqu'on arrive avec la valeur 1. Donc autre chose intéressante au niveau de ce développement, ici par exemple au niveau donc du bouton play, ici on va aller directement dans le code behind ici. Dans le précédent tutoriel, vous avez expliqué comment implémenter donc ce composant de type MediaElement. Alors, au niveau de la propriété click, ici, on va pouvoir donc directement sur le composant appeler la méthode play pour jouer la piste de lecture. À savoir qu'il faut aussi réinitialiser le défaut playback rate. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est un positionnement au niveau du playback.
concrètement, vous pouvez soit jouer la lecture en avant, soit revenir en arrière. Et entre autres, on a cette fonctionnalité de pouvoir, par exemple, si on veut jouer un média dans le sens opposé, ici, grâce à cette propriété, on avait plugué sur un bouton donc forward, donc cet événement là, btn forward click, appelé défaut playback rate et mettre 2. Dans ce cas là, on va accélérer de 2 la vitesse de lecture dans le sens avant, et si on veut revenir en arrière, on va faire on va passer à la propriété défaut playback rate -2. Donc on va accélérer la vidéo de façon à ce qu'elle soit jouée dans le sens inverse, et à 2 en accéléré dans le sens de lecture. Et dans le play, ici on vérifie qu'il est bien positionné, donc à la bonne valeur de lecture. Si on ouvre bouton play media click, on regarde s'il est différent de 1, on le réinitialise à 1. Donc là on a une vitesse de lecture qui est normale, donc dans le sens où on avance dans la lecture du média. Autre chose intéressante, donc au niveau de la pause du média, donc par exemple on voyait par exemple si on clique sur le bouton pause, on appelle la méthode pause, mais on peut rappeler la méthode play si par exemple on veut repasser en lecture. Et entre autres, on avait utilisé un booléen qui permettait de pouvoir vérifier qu'on n'avait pas préalablement cliqué sur le bouton pause. Au niveau de la fonctionnalité stop, pour stopper la lecture, donc ici on va appeler sur le composant média élément tout simplement la méthode stop, et on va pouvoir par exemple, grâce à un composant de type label, ici ça sera un composant textblock, pardon. Chose importante, le composant label qui était présent en WPF n'existe plus sur Windows Store, il a été supprimé. Maintenant il est remplacé par textblock. Donc par exemple, si un jour vous portez des projets WPF sur le Windows Store, tous vos composants textblock seront compatibles, mais tous ceux où vous avez des composants label, il vous faudra les substituer par un composant textblock. Chose importante, ici sur notre composant textblock, on va passer la position de lecture de notre média élément et passer un format heure, minute, seconde. Là c'est vraiment pour avoir la position de la lecture courante. Alors vous avez par exemple plein d'événements, entre autres donc le ismute qu'on avait vu au niveau du son, lui par exemple, alors c'est important parce que quand vous allez déplacer le slider, c'est important de vérifier que le son soit pas désactivé. S'il est désactivé, il faut le passer à false parce que vous réactivez le son. Donc on va mettre un événement sur le slider. Alors sur le composant ici, donc sur notre développement, au niveau du média élément, vous avez plein d'autres interactions, entre autres. Donc, par exemple, vous pouvez implémenter un slider, ou plutôt une progress bar, selon vos besoins, soit une progress bar par exemple pour avoir le déroulement de la lecture, soit un slider qui va faire les deux choses. Alors pour cela, pour implémenter un slider qui va pouvoir défiler pendant la lecture, vous pluguez en fait sur la propriété position de votre média élément. Et si vous voulez interagir dessus pour avancer ou revenir en arrière dans la lecture, alors ce sera plutôt l'inverse. En fait, vous pluguez position pour pouvoir naviguer au niveau de la position de la lecture, et sur le slider vous pouvez mettre un timer, et sur le timer vous mettez à jour à des intervalles réguliers de temps, de façon à pouvoir mettre à jour la progress bar.
mais ici ça sera plus vraiment une progress bar, ça sera un slider. Donc il y a plein de choses qui peuvent être implémentées sur des composants assez riches qui est offert ici, comme le Media Element. Vous avez plein d'autres composants sur le Windows Store, par exemple des composants pour ouvrir un navigateur web, donc un composant qui me semble s'appelle le web browser. Vous verrez, il y en a plein dans le package windows.ui.xaml. Alors une fois que on a fait un tour d'horizon par rapport à notre développement concernant ce lecteur de médias, vous avez la possibilité, donc une fois que vous avez fini votre développement, vous faites clic droit et vous pouvez créer des packages. Donc vous allez sur Windows Store, vous sélectionnez créer des packages, vous pouvez générer des packages pour le Windows Store. Donc oui, si vous voulez les déployer sur votre compte de développement Microsoft. Donc dans ce cas là, si vous faites oui, vous faites suivant. Et là on vous propose donc l'écran de connexion sur votre compte développeur Microsoft. Donc là il faut rentrer vos identifiants, votre adresse mail et votre mot de passe. Et ça peut être fastidieux. Si vous faites ça à chaque fois, vous devez vous connecter en permanence. Donc, préalablement, avant de faire ça, à chaque fois que vous voulez créer les packages, cliquez sur non. Vous sélectionnez non et vous créez vos packages ici, offline. Donc ils ne seront pas déployés sur le store. Ça vous permet de tester que vos packages soient valides. À savoir qu'à chaque fois que vous créez des packages pour le Windows Store, il y a énormément de mécanismes de tests qui sont lancés de type UI Automation, donc qui sont en fait des tests sur le comportement graphique de votre application. Donc on va avoir plusieurs splash screens qui vont se lancer avec des copies d'écran de votre application, de façon à pouvoir tester la validation de votre appli, et aussi au niveau des logos ou des références que vous avez utilisées. Donc ça peut très bien compiler lorsque vous cliquez sur générer. Par contre votre package peut très bien être invalidé. Donc ici on le laisse en version 1, on le met en architecture neutre. Alors x86 64 ARM ici seront supportés. Donc on fait créer. Là je crée mon package d'installation. Création de package terminée. Donc là il a bien été créé. Vous cliquez sur OK. Et une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez faire la même chose, créer vos packages, mais en l'associant à votre compte Windows Developer. Vous pouvez aussi, une fonctionnalité dans Windows Store, effectuer des captures d'écran. Ça peut être intéressant entre autres si vous voulez présenter des captures d'écran sur le Windows Store. Et bien sûr, associer l'application Windows Store donc à votre compte Microsoft Developer. Et donc là, la présentation concernant le tour d'horizon sur comment créer une application Windows Store est terminée. Alors au niveau de l'autre template de projet, donc Windows Phone, on aura le même fonctionnement ici. Donc, par exemple, je vais prendre tout le contenu. On va prendre le contenu du code behind directement, avec la volonté de porter notre application sur une application mobile. Voilà, donc là la génération a réussi. Donc c'est le même type c'est le même template de projet, un peu différent. Au niveau des références, ce n'est plus, donc là où ça se distingue, c'est que en fait au niveau des références,
on n'a pas le package Windows 8.1, mais ici on a le package Windows Phone 8.1. Et on retrouve le .NET for Windows Store App. Donc au niveau, alors vous positionnez au niveau du projet et vous le définissez comme projet de démarrage. Ensuite vous le sélectionnez, toujours avec Windows Store, vous faites créer des applications, créer des packages d'applications. Alors vous, est-ce que vous voulez générer des packages à télécharger dans Windows Phone Store? Vous cliquez sur non, vous faites suivant, vous faites créer. Voilà. Donc là, ça a réussi, ils ont bien été créés. Chose importante, si vous voulez tester vos applications sur le Windows Phone, vous avez ce qu'on appelle des émulateurs, entre autres, ou alors vous pouvez directement le tester avec un device. Bon, dans ce cas-là, il faut brancher en USB un téléphone de type Windows Phone et aller dans Outils Windows Phone 8.1 et déverrouillage par le développeur. Ça permettra de déverrouiller votre téléphone. Donc vous saisissez votre code PIN, vous déverrouillez par le développeur et vous pouvez lancer en debug, directement débugger ici sur votre device et même pouvoir le déployer sur votre Windows Phone. Chose importante, si vous voulez débugger sur un émulateur, alors ce qui peut être contraignant, et c'est une obligation, c'est qu'il vous faut Windows 8.1 mais version professionnelle. Donc si vous avez préalablement fait une mise à jour de Windows 8 vers Windows 8.1, il va vous falloir une licence professionnelle de Windows 8.1. Mais vous pouvez très bien le tester sur un device. Voilà, donc là on a fait vraiment un tour d'horizon au niveau de comment développer des applications sur le store. Une démonstration qui a été assez complète. Alors je vous invite donc à visiter le site janesoft.com où vous avez une partie tutoriel présentant la vidéo complète, comment créer une application sur le store de type lecteur de médias et le fichier zip avec tout le code source de ce projet. Voilà, donc ce tutoriel se termine. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.